naissance de l'islam, les empires, des monarchies, des républiques socialistes, des républiques capitalistes, tout ça se fait au nom de l'islam. Alors quel est le vrai islam? Encore une fois, ce n'est pas mon problème, mais ce que je sais, c'est que l'islam, comme toutes les religions, s'est adapté et qu'il n'y a pas un dogme qui l'empêche de s'adapter à ce qu'on appelle la modernité. Tout à l'heure, vous avez dit que depuis la fin du communisme, l'identité avait pris davantage d'importance par rapport à l'appartenance politique qui pouvait avoir son importance auparavant, l'idéologie, on va dire. Est-ce que l'islam aujourd'hui n'est pas devenu aussi le mouvement d'opposition numéro un à la mondialisation occidentale? Est-ce que Al-Qaïda, par exemple, est-ce que c'est un mouvement de fous furieux, de fanatiques qui veulent voiler les femmes occidentales? Est-ce que c'est un des multiples mouvements de résistance politique à la mondialisation occidentale? Et est-ce que l'islam aujourd'hui n'est pas assimilé, ou en tout cas n'est pas regardé, sans le dire par beaucoup de médias, comme finalement une subversion, tout simplement, qui nous inquiète, et ce serait une des raisons pour lesquelles il serait traité un peu différemment de toutes les autres religions? Mais là aussi, c'est très différent selon les choses. Moi, je pense que les courants islamistes aujourd'hui, pour l'essentiel, sont des courants conservateurs sur le plan économique et social, tout à fait favorables à la mondialisation, tout à fait favorables au libéralisme. Le meilleur exemple qu'on a, c'est la Turquie, je veux dire, parce qu'il est, bon, en plus, un exemple plutôt sympathique dans la mesure où c'est relativement démocratique. Mais, vous savez, les gens disent, ah, vous vous rendez compte, Mahomet, c'était un chef militaire. Mais avant d'être un chef militaire, Mahomet était un commerçant. Et il y a, Maxime Renachon a écrit un livre très célèbre qui s'appelle L'Islam et le capitalisme, qui montre que l'islam est tout à fait compatible avec le capitalisme. Une certaine lecture de l'islam, en tous les cas, est tout à fait compatible avec le capitalisme. Donc, mais il peut être aussi, on le voit avec le Hezbollah au Liban, etc., une forme d'opposition à la mondialisation. C'est intéressant sur le Hezbollah, par exemple, il vient d'adopter un nouveau programme. Et c'est un mélange assez curieux de tiers-mondisme, anti-mondialisation, mais quand vous le voyez sur le plan économique intérieur libanais, c'est plutôt un mouvement conservateur libéral. Donc il y a ce mélange, encore une fois, je crois que ce qui nous guette quand on parle de l'islam et qui est le plus dangereux, c'est des espèces de généralisations. L'islam, c'est ça, ce serait le capitalisme, le socialisme, l'opposition. Non, c'est un langage politique beaucoup aujourd'hui dans le monde musulman, et c'est vrai qu'il est important parce qu'il y a une caractéristique là-dessus. Le monde musulman est resté profondément religieux. Je dirais que c'est plutôt l'Europe, avec sa séparation de la religion, qui est une exception dans le monde. Ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas seulement le cas du monde musulman, ce n'est pas le cas des États-Unis non plus. Il y a des tas de régions où la prégnance de la religion reste très importante. Et c'est vrai que dans le monde musulman, globalement, la prégnance de la religion est beaucoup plus forte. Mais ça ne veut pas dire non plus que cette prégnance, elle est incompatible avec une société, je dirais laïque, ou en tous les cas où il y a une séparation de la sphère publique et de la sphère religieuse. Richard? Encore une fois, moi je crois que la fabrication d'Al-Qaïda comme mal global, dans lequel on fait un continuum, un inventaire à l'après-vert qui range sur la même ligne Hamas, Hezbollah et d'autres groupes qui n'ont rien à voir, sans revenir à l'inquiétant nombre de biotopes régionaux très précis, je dirais qu'il y a quelque chose de rassurant pour de fantastiques redéploiements militaro-stratégiques qui permettent de perpétrer le fait colonial sous d'autres appellations qu'on appelle droit d'ingérence. C'est-à-dire qu'il faut revenir, me semble-t-il, à l'interrogation du fait colonial. Pour moi, la contradiction majeure qu'on peut voir pendant le mandat français sur le Levant, c'est Robert Dequet, l'administrateur civil de Gaureau, qui dit « Le Levant doit être un vitrail d'église dont le plomb est français ». Donc on joue le professionnalisme. Et là, c'est l'idéologie coloniale classique. Il se heurte à cette époque-là, à Clémenceau, on va taxer d'arabiste, on parle d'arabiste avant de nationalisme, parce que Clémenceau fait un grand discours en 1884 en disant non, notre présence au Levant doit favoriser l'émergence d'États-nations sur les valeurs de la Révolution française. Il doit amener ces populations à conquérir leur propre État-nation.
crois qu'on revient à ça. Et aujourd'hui, dans la fabrication de la grande menace Al-Qaïda, où on associe quand même l'islam, moi je vous rappelle que quand même 15% des Américains aujourd'hui encore, 7 ans après la chute de Bagdad, considèrent que Saddam Hussein est le meilleur ami de Ben Laden. Donc là, on revient sur l'expertise journalistique et le rôle quand même. La traduction des mémoires de Tony Blair est pas rassurante là-dessus, sur le rôle des grands médias américains et britanniques, sur les mensonges d'État accumulés et sur la fabrication de ces grands fantasmes qui permettent justement de jouer les repoussoirs pour perpétrer des logiques coloniales qui continuent aujourd'hui, qui sont évidemment néocoloniales, liées au pétrole, à des redéploiements stratégiques au Proche Moyen-Orient, en Asie centrale, par rapport à d'autres grands fantasmes. Le chinois est très actuel, etc. Donc, pour moi, la lecture et le fil rouge sur le fait colonial est très indicateur sur cette évolution. Oui, puis j'allais dire, il faut souligner aussi l'hypocrisie de certains gouvernements occidentaux qui sont prompts à condamner les aspects négatifs qui, selon eux, sont liés à l'islam, comme la polygamie, le fait de stoning, l'excision peut-être. Enfin, généralement, on la met dans le même sac. Voilà. Parce que en plus, je ne crois pas que c'est un moindre rapport d'ailleurs. Hein, mais généralement, quand il y a la polygamie, on vous parle de l'excision juste. La lapidation, c'est ça que je cherchais. Et lié associés à des États comme l'Arabie Saoudite, par exemple, mais ils sont aussi les premiers à signer des contrats avantageux pour vendre des armes ou enfin sceller des contrats juteux pour vendre leurs avions, par exemple, ou ce genre de choses. Donc il y a une hypocrisie fondamentale qui est assez perturbante. Simon? Le colonialisme, c'est aussi intéressant si on fait la comparaison entre le monde arabique et l'Afrique. Parce que là, on voit les mêmes problèmes aussi. Il n'y a pas trop de démocratie dans le monde arabique. Et ici, la thèse de Samuel Huntington, qui est devenue très populaire, c'est parce que les musulmans n'aiment pas la démocratie. Et puis, on peut poser la question, pourquoi dans l'Afrique, il n'y a aussi pas trop de démocratie? Est-ce que les Africains sont... La majorité n'est pas musulmane, donc il y a des problèmes de post-colonialisme qu'on oublie avec l'explication que l'idée que l'islam explique tout. Et ça, c'est l'idée des derniers 10 ans. Et quand on écoute les nouvelles à la radio, ce sont les nouvelles des musulmans. L'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, l'Israël, la Palestine. On parle presque toujours, on écoute presque toujours des nouvelles des musulmans. Et on explique par le fait qu'ils sont musulmans, même s'il y a des autres raisons historiques. Oui, Rokhaya. Après, la question d'identité, par rapport à la présence de l'islam dans l'espace médiatique, elle est quand même assez centrale, en tout cas en France, puisque l'islam est perçu comme quelque chose qui souillerait l'identité nationale. Et c'est toujours comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il y a une polémique sur le halal. Enfin, je veux dire, il s'agit de Quick, qui est une entreprise privée qui décide de faire de certains de ses restaurants quelque chose de halal. Théoriquement, le politique n'a rien à dire. C'est-à-dire que si quelqu'un veut ouvrir un resto avec des carottes, bon, bah, peu importe finalement. Mais tout d'un coup, on a l'impression que ça touche à quelque chose de si profond dans l'identité française qu'il faut que les politiques interviennent en interdisant finalement aux musulmans d'avoir leur propre voix et leur propre existence. Et on a construit un peu cette image un peu fantasmée d'une France qui aurait eu une identité très lisse pendant très longtemps, jusqu'à ce que les musulmans arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et quelque part dévoient l'identité qui était comme si, en fait, ce qui est faux, hein, mais dévoient cette identité qui était autrefois très harmonieuse, etc. Donc il y a cette question-là de l'identité, et puis en même temps, de la part des politiques, il y a un vrai fantasme par rapport à l'idée qu'il y aurait des endroits en France qui seraient totalement islamisés. J'ai le souvenir que pendant les émeutes en 2005, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et il a demandé à des religieux musulmans de faire une fatwa pour demander aux jeunes d'arrêter de brûler des voitures. Ce qui était quand même complètement ahurissant dans un pays qui promeut la laïcité. Et évidemment, ça n'a eu aucun effet parce que d'une part, les émeutiers n'étaient pas particulièrement musulmans et c'était complètement... etc. Donc finalement, on reproche aux musulmans ce qu'on fait, ce que les médias font eux-mêmes. C'est Monsieur Islam, comme disait Dounia Bouzard, qui permet de donner des clés de lecture et des grilles de phénomènes de société qui sont finalement indépendants
pas forcément liées à l'islam. C'est qu'il n'y a pas un discours inclusif, si vous voulez. Quand on parle de l'islam, c'est toujours la République contre l'islam. Et on oppose en fait deux choses qui sont tout à fait compatibles et qui devraient fonctionner de pair. On arrive